qu'est-ce qui s'est passé, comment, par qui et dans quelles circonstances. Donc c'est ça l'évaluation réaliste. Donc on essaie d'apporter une réponse à ces questions-là en décortiquant les mécanismes de causalité et les facteurs contextuels. Je donne juste un exemple pour concrétiser la chose. Quand on parle de mécanismes de causalité, par exemple, euh, si on va apprendre à des jeunes un métier, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait? On, on programme des formations professionnelles Ouais. pour que ces jeunes acquièrent ou bien auront des connaissances bien particulières. Mm. L'évaluation réaliste, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon, la cause et effet est claire, former, acquisition de connaissances. Là, l'évaluation réaliste, il dit, voilà, il y a des mécanismes de causalité, des facteurs qui peuvent euh, freiner ou bien accélérer le Ouais. processus. Par exemple, la motivation. La motivation peut être. Bienvenue sur Rethink Social Change, le podcast qui explore les initiatives qui rendent le monde plus juste et inclusif. Je suis Ratiba Cherif. Durant plus de 20 années sur 4 continents, j'ai conceptualisé, suivi et évalué des projets de transformation sociale. Je partage ici mon expérience et mes idées, mais il s'agit aussi d'un espace de partage pour celles et ceux qui font bouger les choses sur le terrain. Avec une simple pioche dans le jeu Rethink Social Change, chaque épisode prend vie. Des conversations libres, des échanges spontanés où l'on explore ensemble ce qui fonctionne, ce qui coince et ce qu'il faut repenser. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer. Quand un ingénieur entre dans le monde de l'évaluation, les choses prennent une tournure systémique. Saleh Bouyoussi se consacre à l'analyse et la compréhension des systèmes complexes pour générer des changements significatifs. En 2016, il fonde Eval Consulting au Maroc pour aider différentes organisations à mieux comprendre et améliorer les résultats de leurs programmes. Alors Saleh ne se limite pas qu'aux méthodes d'évaluation traditionnelles, il explore des approches innovantes pour évaluer différents programmes et politiques publiques, de l'évaluation axée sur la complexité à la cartographie participative des systèmes. Saleh aussi est un fervent défenseur de la professionnalisation de l'évaluation, siégeant au conseil de l'Association marocaine d'évaluation et contribuant à des initiatives mondiales, notamment par la publication d'articles intéressants. Et justement, je voulais absolument l'accueillir sur le podcast pour parler de l'article qu'il vient de coécrire avec Miché Ouedraogo sur la cartographie participative des systèmes et l'analyse des contributions. Alors aujourd'hui, je vais faire les choses un peu différemment. Nous commencerons par discuter de quelques-unes de ces méthodes innovantes et j'introduirai les cartes au fil de notre conversation pour approfondir certains aspects. Allez, on l'accueille sans plus tarder. Saleh Bouyoussi, bonjour et bienvenue sur le podcast. Bonjour Latifa. Merci d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie de te recevoir. Et ravie d'explorer ce sur quoi tu travailles depuis quelque temps déjà. Avant de commencer, j'ai fait une petite intro et j'ai parlé notamment des différents articles que tu contribues assez régulièrement pour essayer d'avancer un peu notre compréhension de l'évaluation, du rôle de l'évaluation, des approches d'évaluation. Donc je voulais que tu nous parles, que tu commences par en parler un peu de ce sur quoi tu travailles et peut-être on va commencer d'emblée par cet article assez récent que tu as coécrit avec Miché Ouedraogo qui semble super intéressant. Merci beaucoup Latifa pour l'invitation, pour ces podcasts que je trouve très intéressants et qui touchent des thématiques bien pointues et spécifiques dans le champ de l'évaluation et autres. Alors, ce que je fais, donc je suis un évaluateur, en même temps je fais de la recherche en évaluation. Ma recherche met le focus sur la méthodologie en évaluation, essentiellement celle cadrée sur les approches participatives et sur les approches basées sur la complexité. Voilà, Hmm. donc je participe et je conduis plusieurs évaluations sur des thématiques diverses, des fois seul, des fois en binôme avec des collègues. Voilà. Avec Et d'autres. Super. tout récemment, j'ai coécrit un article avec Michel Ouedraogo sur une nouvelle approche en évaluation, donc qu'on aura l'occasion de détailler plus tard. Mais c'était mon dernier article coécrit avec Michel. Mais avant, j'ai aussi écrit plusieurs articles publiés dans des revues indexées sur des approches comme l'évaluation réaliste et aussi sur la méthode de traçage des processus. Ce sont des méthodes qu'on utilise généralement pour évaluer les évaluations complexes ou, autrement dit, les évaluations de projets où il y a beaucoup d'interactions
ou comme vous l'avez cité, c'est l'approche systémique qui est Mhm. importante dans ce genre d'évaluation. Ouais, très bien. Ouais, alors, je pense qu'on va déjà commencer par. Je voulais te poser la question, quelle a été l'impulsion? Pourquoi écrire cet article-là avec Michel, le plus récent, hein, on va dire. Et voilà, qu'est-ce que vous avez remarqué dans votre pratique qui nécessitait justement d'apporter quelque chose d'un peu plus approfondi, un peu plus déroulé, quoi. Je te remercie, Ratiba, pour cette question. Alors, la genèse de cet article, ou bien le point de départ, c'était, on a noté sur le terrain que les interventions deviennent de plus en plus complexes et les méthodes traditionnelles ne suffisaient pas amplement à répondre correctement aux questions soulevées par les commanditaires. Alors, en parallèle, en tant que chercheur, on est confronté et on suit ce qui est publié sur les méthodes en évaluation. Et parmi les méthodes les plus utilisées récemment pour évaluer les interventions complexes, il y a l'analyse de contribution, contribution analysis. Donc cette Mhm. méthode-là, il trace le chemin entre les activités et jusqu'au résultat en parcourant les différents facteurs qui influencent l'atteinte des résultats. Or, cette méthode, elle a des limites. Donc, au niveau des inférences, comment lier cause et effet. Donc, pour cela, elle est généralement mobilisée avec d'autres approches. Voilà, Mhm. c'était ça le début de la problématique. Et en parallèle, on a noté qu'il y a une nouvelle méthode qui vient d'être récemment introduite en évaluation, c'est la méthode de Participatory System Mapping, c'est cartographie participative du système. Il a été introduit en évaluation tout récemment en 2021 par un certain Barbouruk et il a utilisé lors d'une évaluation d'un programme, je pense, sur l'énergie. Mhm. Et on a dit pourquoi pas ne pas enrichir l'analyse de contribution par une méthode participative, sachant que l'approche participative elle est très pertinente pour résoudre des problématiques systémiques, donc où l'intervention elle est fortement impactée par le système. Donc Mhm. l'idée c'est que il suffit pas d'analyser ou bien d'évaluer un projet en se focalisant sur l'intervention, mais avoir un spectre plus large pour intégrer le système. Donc on a pensé à combiner ces deux approches pour apporter une méthode qui lie à la fois la robustesse de l'analyse de contribution, qui est enrichie par une approche participative. Donc c'est ça l'idée au départ. Mhm. Et cette approche systémique, donc ce regard déjà systémique du problème, euh, j'imagine que les commanditaires ne répondent pas à toutes les facettes du problème. C'est un rouage dans un système beaucoup plus large. Euh, c'est une spéculation que je fais. Donc, je ne sais pas. Est-ce que les commanditaires, justement, est-ce qu'on peut faire une évaluation alors qu'on ne contrôle pas ce qui a été fait dans d'autres éléments du système et comment est-ce qu'on pallie à ça, justement, et comment est-ce qu'on le rend participatif réellement dans son essence? Oui. Alors, euh, une intervention, ou bien si on se met dans la place du commanditaire, il y a ce qu'on appelle les trois sphères. Il y a la sphère de contrôle, donc c'est la sphère où le commanditaire peut contrôler les différents éléments. Si on sort de cette sphère, il y a la sphère de l'influence. Là, le commanditaire peut influencer le déroulement des choses. Mais une fois on sort de ces deux sphères, on est dans la sphère d'intérêt. Là, le commanditaire ou bien les responsables d'implémentation n'ont aucun rôle ou bien aucun pouvoir sur le déroulement des événements qui peuvent ou bien influencer le projet. Donc, en se positionnant dans cette dimension, donc il est clair que le commanditaire ne contrôle pas tous les facteurs qui peuvent influencer le déroulement de l'intervention. Mhm. Alors, avoir une compréhension claire de ces facteurs-là,
et sur le changement transformatif qui est généralement escompté par l'intervention, le commanditaire peut avoir une vision plus approfondie des mécanismes qui rentrent en jeu et par la suite réajuster l'action future. Voilà plus ou moins euh, l'approche pour Ouais, résumer la ouais, ouais, ouais. problématique et la solution. Et la solution. Donc, en fait, le côté contribution, il se fait essentiellement dans la première sphère, donc ce qu'on contrôle, ce que le commanditaire contrôle, et ensuite voir ce qu'il a pu influencer peut-être au niveau changement structurel, changement de mécanisme, de process, etc. Et après, espèce de faire une espèce d'analyse ou on regarde, on imagine ce qu'on aurait pu, les retombées beaucoup plus larges que cela pourrait avoir aussi, n'est-ce pas? Est-ce que Oui, c'est ça, c'est bien ça que vous faites? oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, ça nécessite un travail en profondeur, mais surtout un travail participatif. Donc, dans Mhm. les approches participatives en évaluation, pour cerner cette dimension, il faut que tous les acteurs soient autour de la table. Et quand on parle Mhm. de approche participative, d'ailleurs souvent utilisée dans les rapports d'évaluation, mais malheureusement n'est pas déclinée concrètement sur le terrain. Alors comment on arrive à avoir une évaluation participative? Donc je pense que Mhm. la méthode qu'on a mobilisée, Participatory System Mapping, ça invite les différents acteurs Mhm. justement pour cerner cette complexité et Mhm. essayer de toucher tous les facteurs, que ce soit à l'intérieur ou bien au sein de la zone d'influence ou de contrôle du projet ou au-delà même de ces zones, en l'occurrence la zone d'intérêt, donc c'est le contexte Mhm. au sens plus large. Mhm. Donc on fait quoi? Un stakeholder mapping, une espèce de cartographie de tous les acteurs premiers, les premiers, les deuxièmes, enfin primaires, secondaires, etc. Et puis après on essaye de voir quel a été leur rôle dans ce système, dans cette mécanique, c'est ça, avant de les impliquer après dans le processus d'évaluation. Tout à fait, Ratiba. La première étape consiste à identifier les parties prenantes clés. Donc c'est ça la première étape. Puis on les Mhm. invite dans le cadre d'un focus group pour discuter pas uniquement de l'intervention, mais aussi du contexte où évolue Mhm. l'intervention. Donc on invite Mhm. ces gens-là. Le choix, on va peut-être en parler en détail, mais le choix des participants est très important lors de ce focus group parce que la méthode du traçage, la méthode participatory system mapping, elle est basée essentiellement sur un focus group. On Mhm. invite les parties prenantes clés et on essaie de cartographier ou bien de schématiser le système où évolue l'intervention, y compris les interactions avec les différents composants du système. Donc c'est ça, Mhm. grosso modo, l'approche de cette méthode. Et le choix, comme vous l'avez souligné, des parties prenantes ou bien des participants, il est très important, voire central. Donc le Ouais, choix, très il est, parce que pour avoir un résultat pertinent et plus bien. proche, pour faire une cartographie du système la plus proche de la réalité, il faut qu'il y ait des gens qui connaissent pas uniquement le projet, mais aussi le contexte où évolue le projet. Mhm. C'est très bien que tu viens de finir avec contexte, le mot contexte, parce que moi j'avais sorti les cartes du contexte. Et je pense que ça va nous ramener à discuter de la complexité. Donc, multi-partenaires, multi-acteurs, dans un contexte assez complexe, parce qu'il y a un élément politique, un élément sociologique ou autre. Et donc, comment est-ce qu'on arrive dans cette dynamique de projet, comment est-ce qu'on peut s'assurer en tant qu'évaluateur qu'on a pris en compte justement toute la granularité des choses qu'on ne peut pas voir, c'est-à-dire des relations entre acteurs, des dynamiques entre acteurs qu'on ne peut peut-être pas voir avant de mettre en place par exemple un focus group ou pour informer le choix des participants au focus group. Oui, oui, Ratiba, c'est une question, elle est centrale que vous venez de poser, c'est que la difficulté d'évaluer ce genre de projet, donc le mot complexe, il a plein de sens, donc vous l'avez bien souligné, donc il ne suffit pas d'analyser l'interaction entre le projet ou l'intervention avec un facteur, mais également analyser l'interaction des facteurs entre eux
qui peuvent influencer le projet. Donc, il ne suffit pas uniquement d'avoir une dimension en 2 dimensions, on travaille en 3 dimensions, si j'ose dire. C'est que il suffit pas d'analyser le lien qu'a le projet avec les différentes entités, les parties prenantes, mais aussi les relations et interactions entre les facteurs et parties prenantes qui peuvent influencer soit positivement ou négativement le projet. Et c'est ça la complexité, la définition de la complexité. C'est un système qui est imprévisible, qu'on a du mal à cerner. Donc cette Ouais. méthode cette méthode participative de la cartographie du système consiste à décomposer le système. Donc pour gérer la Hmm. complexité, pour analyser la complexité, on commence par le décomposer et travailler sur chaque partie du système et avoir par la suite une vision globale pour voir quelles sont les interactions qui peuvent influencer le déroulement de l'exécution du projet. Hmm. Mais quand j'imagine par exemple un projet, j'ai vu que en mai, au printemps dernier, tu as fait l'évaluation d'un projet au Maroc, d'un grand projet sur l'apprentissage des adultes, adult learning, il me semble. Et donc quand on pense à juste une problématique comme celle-là, qui est multi, je ne sais pas si vous avez utilisé l'approche participative pour cette évaluation-là ou pas, mais ça me semble énorme, justement, pour pouvoir aller dans la profondeur et comprendre chaque petit rouage entre les différents partenaires, ce que ce rouage, comment il change quand un nouveau partenaire est amené dans la discussion, etc. Ça me fait penser donc à cette carte qui est le scope, donc la portée. Ça doit être des évaluations énormes. J'arrive même pas à comprendre comment on peut gérer. Alors en plus, quand on utilise des approches qualitatives comme les focus group, pour pouvoir justement, en tant qu'évaluateur, être le plus proche de la réalité de ce qui a été dit, de ce qui est pensé par les différents partenaires. Donc comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça? J'imagine que tu travailles avec une équipe, de- mais comment est-ce qu'on arrive à juste gérer l'ampleur? Parce qu'en fait, la réaction, j'imagine encore une fois, naturelle, c'est tellement plus large, on va essayer de le simplifier. Et on va prendre des trucs proxy, quoi. Et voilà, on va essayer de faire sens de ces petites composantes, ou bien on va choisir les composantes les plus saillantes sur lesquelles on se concentre, et on ne prend pas en compte d'autres composantes. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait sens de ça pour que ce soit une évaluation, tu parlais de robustesse, mais qui est au plus proche de la réalité. Oui, oui, Ratiba, vous avez touché un point très important, c'est que la solution, si j'ose dire, de gérer la complexité, c'est l'approche participative et aller en Hmm. profondeur des choses. Or, Hmm. pour adopter cette approche, il faut du temps, beaucoup de temps, chose qui n'est pas Hmm. toujours euh, abordable ou bien faisable sur le terrain. Vous Ouais. connaissez très bien que les évaluations elles sont cadrées par un timing bien précis et aussi un budget, hein. On ne peut pas se permettre ce genre d'approche, mais c'est dans le Hmm. cadre de recherche scientifique qu'on peut aller pousser les choses plus loin. Donc, Hmm. il y a 2 choses différentes faut bien spécifier, c'est qu'il y a l'évaluation, il y a la recherche en évaluation. Alors, l'évaluation, généralement, c'est une approche bien cadrée qui suit un canevas bien spécifique qui est fixé avec le commanditaire. Or, la recherche en évaluation, l'évaluateur, il a la possibilité ou bien le luxe de se permettre d'avoir mobiliser des méthodes un peu pointues, spécifiques, qui consomment beaucoup de temps et de ressources, chose qui n'est pas toujours à la portée dans le cadre d'une évaluation standard. Alors, pour Hmm. aborder cette problématique-là, c'est surtout dans les cadres de recherche scientifique qu'on peut faire ça. Hmm. Mais on peut faire de notre mieux pour pousser les choses et aller en profondeur. Il y a un autre point très important là-bas que j'aimerais bien souligner dans la, to deal with the complexity, pour gérer cette Ouais. complexité, c'est qu'il faut faire un effort en amont, un effort supplémentaire de l'évaluateur, d'aller vers la revue de littérature, de voir ce que Ouais. la théorie a dit sur certaines thématiques, sur certaines problématiques. Je pense que c'est une Hmm. aide très importante qui enrichit le travail de l'évaluateur, mais malheureusement, il n'a pas toujours le temps de le faire. C'est pas le cas Hmm. c'est pas le cas dans une recherche scientifique. L'évaluateur
Elle a la possibilité d'aller puiser dans la théorie et ressortir des approches, des explications. Ouais. Revenons à l'analyse de contribution. L'analyse de contribution, elle est basée explicitement sur les explications alternatives. Ça veut dire, au début, le projet, on a mis telle activité pour arriver à certains résultats. Et l'analyse de contribution, qu'est-ce qu'elle dit? Il dit, voilà, il peut qu'il y ait d'autres alternatives, d'autres explications alternatives à ce chemin qu'on a tracé au départ. Et d'où est-ce que l'évaluateur peut trouver ces explications alternatives? Bien évidemment, par une approche participative, mais aussi dans la théorie. Il peut aller puiser dans la théorie pour trouver ces explications alternatives. Donc, pour répondre à ta question, comment on gère cette complexité? Donc, à mon sens, c'est pas toujours évident de le faire, mais on a besoin de consacrer beaucoup de temps et aller en profondeur des choses, ne pas rester superficiel. Alors, ceci, je tiens à le souligner que c'est pas toujours évident de le faire dans les évaluations, comme on dit, qui sont cadrées par un temps bien défini et aussi par Mm. un budget. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Et donc là, je comprends bien. Donc il y a une distinction entre les évaluations qui sont commanditées, qui sont liées généralement à un programme, à une initiative ou autre. Et puis ensuite, il y a la recherche en évaluation. Ouais. Qui est-ce qui finance cette recherche en évaluation? Parce qu'il faut quand même prendre du temps, ça demande de tester certaines Ouais. hypothèses sur le terrain. Parce que même si on disait, OK, on va prendre des sources secondaires, des programmes passés, des évaluations passées, et puis on va essayer de voir ce que la tendance nous montre, ou bien, mais réellement, on peut aussi comparer des pommes et des poires tout le temps. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait pour vraiment faire une analyse scientifique, tester une approche de manière scientifique? Est-ce que ça, c'est du ressort des académiques seulement, et eux peuvent chercher des financements, mais comment des praticiens comme toi, hein, des praticiens chercheurs qui ont un peu un pied dans les deux camps, comment est-ce qu'on fait justement pour pouvoir déjà identifier une problématique qu'il faudrait aller rechercher parce qu'elle n'a pas été adressée par d'autres publications ou d'autres recherches, et comment est-ce qu'on la finance, qu'on prenne le temps justement de faire cette étude-là? Ouais. Oui, généralement, ce sont les universités qui cherchent des financements pour mener ce genre de recherche scientifique. Dans notre cas, on a notre dernier article, ça n'a pas été financé, on a mené avec notre propre moyen. Donc, on n'a pas eu de financement, mais on peut, dans d'autres circonstances, suivre une certaine démarche, demander, soumissionner, demander une subvention pour mener une recherche scientifique, ça se fait. Mais généralement, il faut que le chercheur soit affilié à une structure académique pour qu'il y ait ce genre de Ouais, financement. ouais. Malheureusement, ici au Maroc, je connais pas beaucoup de monde qui font de la recherche en évaluation et Mm, il n'y a pas vraiment de financement dans ce champ de mm. discipline. Dans notre cas, on a mené une évaluation d'un projet sur l'employabilité des jeunes et des femmes en situation de vulnérabilité. Et ça a Ouais, nécessité des déplacements sur le terrain, mais ouais. ça a été dans la région de Rabat et ça n'a Mm. pas nécessité beaucoup de financement, donc tout ce qui est aspect Le logistique. Donc financement. on a pu mener Mm. l'évaluation sans aucun financement. D'ailleurs, il y a beaucoup de recherches qui sont publiées dans des revues vraiment indexées au niveau international sans financement. D'ailleurs, vous pouvez vérifier en bas de l'article, il y a toujours la partie financement. Donc il y a beaucoup de recherches qui ne Mm. sont pas financées. Et le fait de ne pas être financé, ça donne aux chercheurs plus d'indépendance. Mm. Ça lui permet de s'exprimer librement, de mener objectivement sa recherche. Voilà. Mhm. Ouais. Tu sais, Salah, en t'écoutant parler, la chose qui me venait à l'esprit à chaque fois, parce qu'en fait, moi, j'ai travaillé à la fois en tant qu'évaluateur, mais aussi en tant que, disons, spécialiste responsable de suivi évaluation en interne. Et souvent, je vois une déconnexion, une espèce de schisme Mm. entre euh, dans la logique et dans la vision, on dit l'évaluation va informer les prochains programmes, et il y a une espèce de, de, de cycle virtuel de la programmation, et c'est comme ça qu'on apprend, etc. Dans la réalité, les évaluations arrivent trop tard,
ou avec pas le bon détail, ou donc elles informent de manière anecdotique et les prochains programmes, et je crois qu'elles informent plus au niveau connaissance tacite, quoi. C'est-à-dire que les gens du programme emmagasinent au fur et à mesure, font sens de tout ça, et donc cela va informer leurs prochaines décisions. Donc je voulais te poser la question sur deux plans. Quels sont les retours au niveau de ces nouvelles approches de complexité? Comment est-ce que le commanditaire, les différents bailleurs, les différents participants réagissent et voient en fait la valeur ajoutée de ce genre d'évaluations qui peuvent prendre plus de temps, mais qui sont un peu plus ancrées dans la réalité, dans toute sa complexité. Et la deuxième chose, c'est comment est-ce que tu fais en tant qu'évaluateur pour t'assurer que les recommandations que tu fais sont réellement alimentent réellement une nouvelle programmation, de nouveaux projets. Et peut-être entre parenthèses, est-ce que tu reconnais cette espèce de disparité, enfin, c'est-à-dire cette espèce de le timing qui n'est pas tout à fait toujours approprié pour pouvoir vraiment informer la programmation? Alors, pour répondre à ta première question concernant l'intérêt des commanditaires pour les approches basées sur la complexité, alors d'après ma modeste expérience, donc je pense qu'ils sont intéressés, mais généralement ce sont des critères de sélection basés sur les TDR qui cadrent le choix du prestataire de service. Euh, je pense que la place de la méthodologie elle est importante dans le choix, mais il y a d'autres critères qui rentrent en jeu. Pour mettre en place, comme j'ai dit tout à l'heure, ces méthodes basées sur la complexité, ça demande beaucoup de temps. Et c'est plutôt du côté de la recherche qu'on peut se permettre ce genre de méthode. Et d'ailleurs, vous le connaissez très bien, Latiba, il y a ce qu'on appelle les évaluations d'impact qui peuvent durer 3 jusqu'à 4 ans. Alors ça consomme beaucoup de budget, énormément d'argent. Alors on ne peut pas toujours se permettre ce genre d'approche. Mais pratiquement sur le terrain, ce sont les TDR, les critères ou de choix des prestataires qui surtout font la différence entre évaluateurs. Et je pense que la méthodologie aussi, elle est très importante, mais pas assez pour carrément faire le choix entre deux évaluateurs. Donc peut-être on peut aller quelqu'un qui a beaucoup d'expérience sur le terrain, mais la méthode qu'il présente, on peut dire qu'une méthode standard, traditionnelle. Vis-à-vis d'un évaluateur moins expérimenté avec une méthode basée sur la complexité, alors je pense que naturellement, mais je dis ça avec réserve, que les gens vont tendre vers quelqu'un qui a fait beaucoup d'évaluations que quelqu'un qui apporte une méthode basée sur la complexité pour, entre parenthèses, mieux répondre à la problématique. Ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, que je trouve une question très intéressante concernant comment favoriser l'intégration des recommandations dans les projets futurs. Alors, comme j'ai dit, si on fait un travail de profondeur qui consomme beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, généralement, on ressort avec des recommandations qui sont pertinentes, réalistes et réalisables. Il y a un autre point à ce niveau des recommandations, chaque fois je fais appel à deux méthodes. La première, c'est le benchmark. Je vois ce qui se passe ailleurs, dans des contextes similaires, pour ressortir avec des recommandations. Et par la suite, je vais voir un expert thématique pour voir la faisabilité de ces solutions, entre parenthèses, est-ce qu'ils sont adaptables, est-ce qu'ils sont faisables, parce qu'il y a aussi le contexte législatif, politique et socio-culturel, économique qui rentrent en jeu. Donc, en bref, pour qu'on ait des recommandations pertinentes, on doit faire un travail de benchmark, un travail en amont en profondeur et solliciter l'avis des experts pour favoriser justement l'appropriation des recommandations. Mais malheureusement, le travail de l'évaluateur se limite à la livraison du rapport et éventuellement à la présentation des résultats. Et c'est le rôle du commanditaire qui doit diffuser ces résultats et mettre en place des mécanismes pour l'application des recommandations qui ont été retenues. Pas toutes les recommandations formulées dans le rapport vont être appliquées sur le terrain. Donc le commanditaire,
il choisit celles qui sont faisables. Vous connaissez très bien la type que chez les Nations Unies, ils ont un système d'application un système rigoureux d'application de ces recommandations. Donc, ils font un suivi pour la mise en œuvre des recommandations qui ont été acceptées et validées. Ouais, tu sais pourquoi je te posais la question? Parce que moi, Mhm. j'ai beaucoup suivi dès le début, hein, et ça c'était vraiment dans les années 2007-2008. Je me souviens, Michael Cohen Patton aux États-Unis, évaluateur émérite, Oui, bien sûr. qui à l'époque avait commencé à parler de de complexité. Ça a été un peu le premier à parler de complexité et le premier à prôner une évaluation plutôt, c'est-à-dire pour pouvoir démontrer le complexe et l'émergent pendant la mise en œuvre du projet, il prenait pour ce qu'il appelait l'évaluation développementale, c'est-à-dire Oui. c'est une évaluation qui est mise en œuvre en même temps que du projet. C'est-à-dire c'est vraiment, Évolutif. ça suit le projet, ça lit, c'est une lecture évaluative de ce qui est fait, ce qui émerge comme résultat au fur et à mesure du... Alors ça, c'est pas toujours mis en place, il n'y a pas toujours des financements, c'est très limité au niveau de comment ça a été mis en œuvre. Donc, discuter de complexité et d'évaluation, c'est pas nouveau. Et par contre, le problème, le monde étant de plus en plus complexe, on en a besoin plus que jamais. Et donc, moi, ce qui m'emmenait à dire, c'est pour ça que j'ai essayé de voir, tu vois, l'évaluateur qui vient en expo, ou enfin, qui vient faire une évaluation à la fin d'un projet, qui donne ses recommandations et qui s'en va. Et c'est après au programme d'utiliser ces recommandations comme bon leur semble. Et donc, la question la carte, elle me regardait pendant que tu parlais, c'est la carte des process. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que quand on fait une évaluation, et ça c'est une réflexion, hein, je suis en train de penser à haute voix là, si on fait une évaluation qui est basée sur la complexité, et que la complexité regarde une dynamique et des acteurs et différents rouages qui ont lieu à un moment donné, parce que ces acteurs sont là à ce moment-là, et qu'ils sont liés à un contexte particulier. Comment est-ce que des recommandations de l'évaluation de complexité peuvent être utilisées et adaptées dans d'autres contextes ou qui peuvent a priori se ressembler ou se dire bon c'est à peu près la même chose, on avait vécu à peu près la même chose, mais la dynamique est autre, qu'on le veuille ou pas, le contexte va être autre, les players, les acteurs seront différents et la dynamique sera... Donc, ma question à toi, c'est un peu essayer de pousser un peu la réflexion un peu plus loin. Comment est-ce qu'on peut réellement apprendre et apprendre de manière utile, hein, pratique, des évaluations basées sur la complexité pour réellement informer d'autres programmes qui vont être complexes mais différemment, on va dire. Donc, je vais essayer de reformuler la question pour que Ouais, je sois vas-y, sûr. vas-y. Alors, dans quelle mesure les approches basées sur la complexité en évaluation permettent-elles de mieux diffuser les résultats d'une évaluation, notamment en matière de recommandations, pour qu'ils soient utilisés ailleurs? C'est ça, plus ou moins la question? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que est-ce que la méthode et les recommandations sont liées à un contexte particulier? Et donc on ne peut pas voilà, les répercuter sur Généraliser, d'autres, les généraliser. généraliser. Et Mm. aussi, de par la nature participative, elle Mm. sera dépendante des participants Oui, 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 Ratiba, il y aussi. a une règle générale dans la recherche scientifique, c'est que les résultats d'une recherche quantitative, notamment l'évaluation d'impact, sont Hmm, généralisables. Par hmm, contre, les résultats d'une recherche qualitative, ils sont liés à un contexte. hmm. Alors, quand on a une approche participative, majoritairement basée sur une approche qualitative, T'as dit. alors les résultats sont généralement liés au contexte. Toutefois, dans la recherche scientifique, on peut aussi mobiliser des résultats contextualisés dans d'autres environnements, mais que ces environnements soient similaires. Donc, Hmm, on peut généraliser
les résultats d'une évaluation qui a mobilisé des approches participatives axées sur la complexité, on peut utiliser ces résultats dans d'autres contextes similaires et avec des ajustements ou bien des adaptations. Vous avez mentionné tout à l'heure la Developmental Evaluation de M. Patton. Donc c'est une méthode très pertinente qui est basée sur l'adaptabilité, qui est évolutive durant l'évaluation et qui s'adapte avec tout ce qui est éléments nouveaux. Donc la démarche, eh bien la méthodologie n'est pas fixée en amont, comme c'est le cas de la majorité des évaluations, mais l'évaluateur a la possibilité, la flexibilité de s'adapter en fonction des besoins qui émergent. Sauf que cette méthode-là n'est pas appliquée sur le terrain. Malheureusement, il y a peu d'évaluations qui mobilisent cette approche parce qu'elle consomme beaucoup de temps et il faut un financement. Je pense que c'est difficile de demander à un commanditaire d'adopter cette approche sans avoir un budget bien défini, un timing bien défini, ce qui ressort plutôt de la recherche scientifique. Donc, à mon avis, je pense que ça va être difficile d'appliquer cette méthode. D'ailleurs, j'ai posé la question ça fait quelques années, j'ai dit pourquoi il n'y a pas assez d'évaluations qui utilisent cette méthode. Il me paraît qu'il est pertinent pour gérer la complexité. C'est une approche systémique et qui est adaptative et qui est flexible, mais malheureusement sur le terrain n'est pas appliquée. Malheureusement, ça reste dans la partie théorie et il y a peu à ma connaissance, il y a peu d'évaluations qui ont mobilisé cette approche. Alors, pour résumer ma réponse, donc oui, on peut utiliser les résultats issus d'une approche qualitative basée sur la complexité dans le cadre d'une évaluation, dans d'autres contextes, mais à condition qu'ils soient similaires et bien sûr apporter les ajustements nécessaires pour optimiser ces solutions-là. Ouais, c'est très intéressant et je crois que ces discussions, il faut qu'on continue à les avoir et justement essayer de voir à partir de ce qui émerge de vos recherches. Parce que comme on peut voir je crois que chaque année ou chaque conférence internationale de l'évaluation, il y en a une qui vient d'avoir lieu, il y a de nouvelles méthodologies parce que les autres avaient des failles, ne pouvaient pas appréhender toute l'ampleur des programmes qu'on évalue. Donc, c'est assez intéressant et je crois que ça va continuer. Tu avais parlé en tout début d'évaluation réaliste. Alors, c'est très intéressant parce qu'on a parlé d'évaluation basée sur la complexité, puis après, on arrive à évaluation réaliste. Parle-moi un tout petit peu de ça Oui. et en quoi c'est différent, puisque notre réalité est complexe, en quoi c'est différent de Oui, l'évaluation mais basée sur avant de répondre à cette question, j'aimerais bien, Atiba, que tu notes dans ton agenda aussi une thématique très importante actuelle en Oui, matière d'évaluation, c'est l'apport de l'intelligence artificielle et des big data dans la pratique de l'évaluation. C'est une on parlait. thématique Ouais, très intéressante. ouais. Récemment, il y avait plusieurs conférences et de séminaires sur le sujet, mais je pense que c'est une thématique très, très intéressante qu'on peut. Oui, J'allais y arriver là. d'accord. Donc, Alors, je prends note et on en d'accord. parle. Mais vas-y, dis-moi Je reviens à l'évaluation réaliste. Alors, l'évaluation réaliste, c'est une évaluation basée sur la théorie. Et pour la résumer, il se base sur l'analyse de tout ce qui est mécanisme de causalité et les facteurs contextuels. Alors, l'évaluation réaliste, c'est une évaluation qui tente à répondre à une question toute simple, mais compliquée quand même. Est la suivante. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Par qui? Et dans quelles circonstances? Donc, c'est ça l'évaluation réaliste. Donc, on essaie d'apporter une réponse à ces questions-là en décortiquant les mécanismes de causalité et les facteurs contextuels. Je donne juste un exemple pour concrétiser la chose. Quand on parle de mécanismes de causalité, par exemple, si on va apprendre à des jeunes un métier, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On, on programme des formations professionnelles ouais. pour que ces jeunes acquièrent ou bien auront des connaissances bien particulières. L'évaluation réaliste, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon,
la cause et effet est claire. Former, acquisition de connaissances. Là, l'évaluation réaliste, il dit voilà, il y a des mécanismes de causalité, des facteurs qui peuvent euh, freiner ou bien accélérer le processus. Par exemple, la motivation. La motivation peut être considérée comme un mécanisme de causalité qui peut favoriser comme un catalyseur le déclenchement de processus. Donc, il travaille sur les mécanismes de causalité, la motivation. Donc, la motivation, on va creuser dans la motivation comment les jeunes sont motivés. On va aller voir dans l'ambiance qui règne dans l'association, ou bien le centre, etc. Donc, l'évaluation réaliste, il ne concerne pas uniquement le lien cause-effet. Donc, il va au-delà et cherche ce qu'on appelle les mécanismes de causalité. Je viens de donner l'exemple, par exemple, de la motivation. Donc, il y a aussi les facteurs contextuels. Donc, par exemple, facteurs économiques, social et politiques. Il y a aussi d'autres facteurs environnementaux. Ça peut être une autre intervention qui se fait en parallèle. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, l'évaluation réaliste, c'est une évaluation qualitative, mais elle peut aussi mobiliser des méthodes quanti. Mais l'idée derrière, c'est que il suffit pas uniquement de tracer le chemin entre activité et résultat, mais voir quels sont les catalyseurs qui peuvent soit accentuer ou bien défavoriser l'aboutissement de ce travail pour aboutir au résultat. Voilà. J'ai essayé de un peu résumer la chose, mais c'est très intéressant. Elle semble simple dans sa manière, mais j'imagine juste la profondeur et les composantes que ça peut impliquer aussi. Donc, on va parler. Alors, je voudrais qu'on parle avant de finir. Je voudrais qu'on parle de ta question, de ton point sur l'intelligence artificielle, donc la technologie, notamment les big data. Peut-être que ça peut aussi être un élément de réponse pour ma question sur l'envergure et combien une évaluation peut être assez complexe et lourde et peut-être que justement l'IA va nous aider à expédier certaines tâches, notamment quantitatives, mais pas que. Donc ça, c'est la première question. Et j'aimerais aussi que tu parles, s'il te plaît, parce que je sais que tu es assez actif dans l'association marocaine d'évaluation, sur les évaluateurs émergents, sur ce que c'est qu'être évaluateur au Maroc. Il y a énormément de discussions sur la décolonisation de l'évaluation, la dichotomie entre évaluateurs des pays dits du Nord et ceux du Sud. Comment est-ce qu'on... Voilà, c'est-à-dire... Comment est-ce que tu le vis, toi? Qu'est-ce que tu observes? Et quels sont peut-être les défis? Est-ce que le monde de l'évaluation attire les jeunes évaluateurs ou les jeunes chercheurs marocains? Et si oui, dans quelle mesure? Donc ça, c'est un peu les deux domaines que j'aimerais qu'on discute encore un peu. D'accord. Alors, pour l'intelligence artificielle et le big data, donc je pense que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour l'évaluation. Actuellement, c'est en phase d'expérimentation. Il y a beaucoup d'expériences qui se font en matière d'évaluation. Généralement, sont menées par des institutions internationales, en l'occurrence la Banque mondiale. Il y a le bureau d'évaluation de la Banque mondiale qui fait ce genre d'évaluation. Donc, il mobilise les big data et l'intelligence artificielle pour évaluer les interventions. Ils ont publié récemment des résultats très pertinents. Donc, en bref, ils ont montré qu'il y a deux facettes. Il y a le bon côté de la chose, c'est que par exemple, l'intelligence artificielle peut nous aider à lire à résumer une cinquantaine de rapports dans quelques minutes, faire la synthèse des entretiens et des focus group dans quelques secondes. Mais par contre, ils ont trouvé qu'il y a aussi le côté négatif de la chose, c'est que des fois, il y a des misinformations, je ne sais pas, c'est en anglais, c'est ça, il y a des mots, l'intelligence artificielle génère des informations qui sont fausses. Par exemple, quand on demande les billets, donc quand on demande à l'intelligence artificielle de faire une revue de littérature, des fois, il invente des références. D'accord? Il y a aussi des effets négatifs concernant le genre. Par exemple, l'intelligence artificielle peut, par exemple, associer une activité à un homme et une autre à une femme. Donc, selon le genre. Il y a aussi des problèmes d'éthique concernant cette nouvelle technologie. Il y a des aspects méthodologiques en termes de représentativité. Est-ce que les big data nous offrent une représentativité scientifiquement valable?
Il y a aussi Mm. l'échantillonnage, il y a aussi l'accès à l'Internet. Donc, il y a beaucoup de conflits d'intérêts, pas de conflits d'intérêts, il y a beaucoup de difficultés à mettre en place. Mais récemment, on a mené des évaluations qui ont mobilisé le Big Data. On a, par exemple, sur les politiques publiques, on a allé chercher dans les réseaux sociaux qu'est-ce que les gens pensent d'une certaine politique. Donc, on a fait un Mm. travail et on a ressorti avec vraiment une impression qui sont pertinentes. Aussi, on a mobilisé des images satellitaires pour voir l'implémentation de projets d'électrification dans le monde rural sur de longues années. Donc, on a fait des évaluations pertinentes, mais qui nécessitent à la fois des compétences et aussi un point très important, euh, c'est que récemment, il y a une migration, un shift de l'évaluation basée sur la théorie vers ce qu'on appelle l'évaluation basée sur les data. Et Mm. pour cela, il y a à nouveau invité aux équipes de l'évaluation, c'est les data scientists. Donc, on invite ces gens-là pour traiter ce flux énorme de data et qui offre vraiment des perspectives très intéressantes pour l'évaluation qui mobilise ces technologies, qu'il faut d'abord avoir des compétences pour le faire et surtout, il faut résoudre les problèmes d'éthique. Je termine sur un point très important. Ils ont trouvé que, en mobilisant l'intelligence artificielle, on peut identifier les gens qui ont exprimé une opinion. L'évaluation standard, il protège ces gens-là, les répondants, à travers l'anonymat, la confidentialité, mais à travers Ouais. les logiciels, les algorithmes, on peut détecter par des regroupements les personnes qui ont affirmé tel propos. Donc ça, c'est Mm. pour l'intelligence artificielle. Donc le deuxième point qui est très important, c'est les Ouais. évaluations. Oui, oui, Latifa, oui, vas-y. Ouais, je voulais juste, avant qu'on passe au prochain point, te dire Oui, que effectivement, le monde c'est-à-dire les possibles avec l'IA sont énormes. oui, Si on sait l'utiliser, ça demandera énormément d'être une veille au niveau méthodologique, une veille au mm, niveau ce que ça mm, génère comme information. Et comme tu dis, les défis mm, pour des évaluateurs sont énormes. oui, oui, Des défis, des problématiques éthiques, des problématiques de biais importants qui sont basés culturels essentiellement ou socio-économiques ou politiques d'ailleurs, beaucoup plus récemment. J'ai vu sur d'autres, pas nécessairement dans le monde de l'évaluation. Donc effectivement, cette espèce de d'ouverture immense et d'avancée extraordinaire qu'on pourrait faire et en même temps être assez faire attention de ne pas aller trop vite et pour pouvoir un peu retenir la bête, si j'ose dire, de sorte à ce qu'elle ne prenne pas avec nous, qu'elle ne prenne pas avec et justement fasse dire des choses aux évaluateurs qui ne veulent pas dire en fait. Donc ça c'est un point super important. Merci de les oui, avoir soulevés tous ces points et de nous avoir oui, tu vois d'avoir rappelé un peu que c'est important de faire attention à ce que de ne pas tout rejeter d'emblée mm. et d'essayer de comprendre le bon et le mauvais. Ça, c'est important. Alors, vas-y, je t'écoute. Sur les jeunes évaluateurs. Oui, sur les jeunes évaluateurs, je pense que c'est un problème qu'il faut résoudre. Mais Ah, alors, oui, ok. oui, 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 il faut être franc sur ce sujet-là. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui veulent, qui ont fait des masters même en évaluation des politiques publiques, mais ils ont du mal à insérer le marché parce que généralement, il faut une expérience de quelques années pour faire partie d'une équipe. Et je pense que c'est le rôle de l'association marocaine de l'évaluation. Je parle du contexte marocain, mais peut-être de l'AFRIA aussi au niveau Mm. africain, de pousser à ce que les cabinets de conseil en évaluation intègrent avec eux des jeunes évaluateurs, voire peut-être les commodités en termes de rémunération, mais il y a d'autres détails à gérer. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut faire un effort dans ce sens. Il faut que la société civile et aussi les cabines de conseil font un effort dans ce sens. Parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de jeunes évaluateurs qui sont très motivés, qui nous approchent pour faire partie des équipes. Mais malheureusement, les cabinets de conseil, généralement, ils ne font pas d'efforts pour associer ces jeunes. Euh, Mm. parce que Ouais. généralement, il y a des contraintes budgétaires, il y a aussi des contraintes de sélection. Il faut aussi du Ouais. côté des commanditaires donner, entre parenthèses, une chance à un cabinet, plus de chance à un cabinet qui associe avec lui qui a un jeune évaluateur.
mais je pense que c'est une problématique vraiment très, très, très compliquée qu'il faut résoudre et ça demande le concours de l'ensemble de l'écosystème, à savoir la société Mm. civile, les cabines de conseil et aussi Mm. les commanditaires aussi. Vous avez mentionné aussi un point très important, c'est la décolonisation de l'évaluation et tout ce qui est évaluateur du Nord et du Sud. Je pense dernièrement, on Mm. parle de plus en plus de ce thème de décolonisation. Et même au Nord, les gens sont, surtout les organisations internationales, ils sont devenus plus conscients de l'importance d'associer dans les évaluations des consultants nationaux euh, qui maîtrisent mieux le contexte. Et ça, on le touche dans notre travail au quotidien. Donc, la traduction, il génère beaucoup de biais, il laisse passer beaucoup de choses. Alors, la compréhension du contexte, elle est primordiale, voire incontournable dans la conduite d'une évaluation. Euh, je pense que Mm. euh, pour avoir des conclusions, des recommandations pertinentes et adaptées au contexte, et, Mm. et pour justement, comme tu l'as souligné, Ratiba, de gérer cette complexité, il faut impérativement que le consultant national soit associé dans les évaluations qui sont Ouais. conduites au Maroc ou bien dans le continent africain. Ouais, je crois qu'aussi les discussions sont pas seulement parce que ça c'est depuis de nombreuses années je pense que c'était un problème. Ça a toujours été un problème depuis que je me souviens d'être dans ce domaine-là. Je crois que maintenant l'appel est beaucoup plus dans un regard égalitaire, équitable entre les différents évaluateurs. Qu'un évaluateur du Nord n'a pas plus de valeur qu'un évaluateur dit du Sud, on va dire, parce que parce qu'en fait, ils ont autant d'expérience, voire plus, souvent, au niveau des pays. Donc après, il y a la, la discussion sur l'indépendance de la personne, etc., qui peuvent se soulever, mais je crois que ça, c'est un problème. Toi, tu le vois, c'est-à-dire les évaluations, les appels d'offres, par exemple, qui sont soumis, est-ce qu'on appelle de plus en plus à ce que le lead, l'évaluateur principal, soit du pays où l'évaluation a lieu, ou d'un pays de la sous-région, des choses comme ça? Non, généralement, dans les TDR, on ne spécifie pas clairement que le lead soit d'une telle nationalité, mais en général, on demande que l'évaluateur doit avoir une maîtrise du contexte, des fois la langue qui fait défaut, mais en général, ce genre de choses n'est pas sur le TDR. Mais quand on choisit, quand on a plusieurs candidatures et on choisit qui est l'adjudicataire, ou bien celui qui va mener l'évaluation, peut-être là, Mm. il y a des considérations qui peuvent entrer en jeu, donc le commanditaire, la nationalité du commanditaire, la nationalité de l'évaluateur. Mais je pense en gros que c'est l'expérience qui, en fin de compte, qui est tenue en compte, je pense, en général. Donc je termine Mm. sur une note positive. Je pense qu'en général, Vas-y. oui, oui. Mais en toute franchise, je pense que l'expérience qui est prise en compte dans le choix de l'évaluateur, peut-être il y a toujours des côtés qui sont pas aussi radieux. Des fois, il y a différence en termes de rémunération alors qu'on fait le même travail. Euh, mais je pense en gros que le choix de l'évaluateur, le lead, généralement, il est basé sur ses compétences. Mais ça, c'est Ouais. pas, il faut pas toujours rester vraiment. Il faut pas, euh, pour être franc, je pense que c'est le cas général. Peut-être qu'il y a des cas Mm. isolés, mais le cas général, c'est qu'on choisit selon les compétences. Ouais. Mais des fois, il y a des compétences qui font défaut ici au Maroc. Selon Oui, oui. on est obligé de faire appel à quelqu'un de l'extérieur pour mener le lead d'une certaine évaluation Ouais, spécifique. ouais. D'où l'importance de ces associations régionales, sous-régionales, pour trouver justement des pairs, des évaluateurs qui peuvent, avec lesquels on peut collaborer pour rendre une évaluation la plus complète, voir toutes les facettes de cette évaluation-là. Et donc là, pour finir, juste quelques mots sur les jeunes évaluateurs, où effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il faut bien qu'ils commencent quelque part. Donc c'est Exactement. soit des stages pendant leur formation,
pour pouvoir sortir avec un diplôme, mais aussi avec un peu d'expérience. Donc ça, c'est important. Et puis au niveau de l'évaluation, il y a énormément de travail qui peut être fait par des jeunes évaluateurs, notamment analyse, entrée de données, analyse de données. Il y a pas mal de choses quand même qui peuvent, qui peuvent être faites par quelqu'un d'assez junior. Je sais que Sénéval, au Sénégal, est assez actif dans ce domaine-là. Donc, donner des opportunités, mettre en avant les jeunes évaluateurs, les évaluateurs émergents. Je crois qu'ils ont même impliqué le projet CLEAR de la Banque mondiale avec l'Institut CESAG pour justement, à travers les formations, les rendre le plus pratique possible de sorte à ce que ces jeunes évaluateurs sortent quand même avec un petit peu d'expérience et peuvent quand même contribuer à des évaluations à leur niveau et évoluer comme ça. Donc, on a tous commencé quelque part, j'allais dire. Donc c'est bien. Je pense que oui, l'association marocaine devrait s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres évaluations nationales, associations nationales, justement pour faire ça. Et je crois qu'il y a eu pas mal de discussions. Il y a eu tout un thème, pas mal de discussions justement sur les évaluateurs, les jeunes évaluateurs à la conférence de l'association d'évaluation aux États-Unis récemment. Donc, sur ce, Saleh, je vais te remercier pour ton temps, pour ton partage. T'es vraiment super intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Ça fait du bien d'essayer de voir un peu ce qui se fait réellement en ce moment et c'est quoi toutes les dynamiques en jeu, justement. Donc, merci pour ton temps, Saleh. Je te remercie à mon tour, de mon tour, Latiba, pour ton intérêt sur la thématique de la gestion de la complexité dans le champ de l'évaluation et la mobilisation des méthodes participatives. Je pense que c'est une thématique très importante et j'espère qu'on Ouais. aura l'occasion d'échanger sur d'autres sujets, Inch'Allah, par la suite. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Allez, bye, ciao. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez trouvé la conversation d'aujourd'hui utile et riche en idées et informations. Si vous pouviez prendre une minute pour laisser un commentaire, ce serait super. Et si vous travaillez au changement social et voudriez partager ce que vous faites et comment vous le faites, contactez-moi. Une dernière chose, si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire pour être les premiers informés de la sortie d'un nouvel épisode. En attendant le prochain, soyez le changement.